J'ai invité 3 personnes à nous rejoindre sur la scène pour cette table ronde. Vous l'avez compris, on va parler de l'évolution dans leur cépagement, mais dans les cahiers des charges maintenant, avec 3 experts, Laurent Hauteguin, Olivier Zécry et Gilles Masson, s'il vous plaît. Rejoignez-moi tous les 3, venez vous installer avec nous. On va échanger pendant une vingtaine de minutes ensemble sur cette thématique. Et puis ensuite, place aux questions-réponses, parce qu'une journée technique, ça se construit comme ça dans l'échange et la réciprocité. Bonjour à tous les 3, merci de vous installer ici avec nous. Gilles, Laurent, Olivier, Elisa, vous reprendrez la parole dans quelques instants. Installez-vous, vous voulez. Elisa, vous reprendrez la parole dans quelques instants. Avant ça, 3 thématiques. Avec Laurent, on va faire un petit point sur les cépages résistants, savoir où on en est. On enchaînera avec Olivier, on parlera évidemment des cépages résistants, mais on parlera aussi des nouvelles techniques génomiques avec vous, les NTG dont vous avez forcément entendu parler à date. Et puis Gilles Masson, pour le Centre du Rosé, on parlera du projet EVA et on dégustera peut-être les premières bouteilles dans quelques instants. On va voir tout ça en tout cas avec vous. Laurent, je laisse prendre un micro. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Laurent Hauteguin, tout le monde connaît, de l'IFV. Je fais une petite présentation. Olivier Zécry des pépinières Mercier. Vous êtes en charge de Novatech et Gilles Masson du Centre du Rosé. Laurent, on va parler des évolutions à venir. Puis on va montrer aussi peut-être les limites de ce qui va arriver. On en est où sur ces cépages résistants aujourd'hui? Je vous laisse 5-6 minutes pour nous brosser le paysage. 5-6 minutes. Merci David. On parle de variétés résistantes, pas de cépages. Je fais juste une remarque, on va passer pour des psychorigides à l'IFV et à l'INRA aussi. Les cépages, c'est dans l'espèce Vitis vinifera. Les variétés, et ces variétés nouvelles qui sont issues de programmes d'hybridation, taxonomiquement, ce sont des hybrides, donc ce ne sont pas des cépages. Alors ça s'est utilisé de manière parfois tout à fait naïve, dans la majorité des cas, parfois de manière délibérée, parce que considérer que ces variétés sont des cépages, c'est leur donner une espèce de reconnaissance, d'honorabilité, un gage de qualité que le Pinot, dont on parlait tout à l'heure, il a mis 1000 ans à se développer et à développer cette notoriété que l'on connaît à l'échelle mondiale. Voilà, ça c'était juste une aparté. Où on en est? Il y a eu une série de programmes de recherche qui ont été initiés de 2 côtés. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ces programmes... Alain Bouquet à Montpellier, Elisa vient de l'évoquer, qui a été à la base de la création du Nemadex Alain Bouquet, mais aussi qui a créé des variétés intraspécifiques. Il a contribué à obtenir le Cabestrel récemment, c'est un Cabernet Sauvignon Mourvèdre, et d'autres. Mais il a initié dans les années 80 des croisements en récupérant des gènes d'une espèce du sud-est des États-Unis, qui est Muscadinier rotundifolia, qui porte des gènes de résistance au mildiou alloidium et notamment un gène de résistance à l'oïdium dit RUN1 qui est de résistance totale. Et il a fait ça dans son coin sans qu'il y ait aucune demande réelle. L'INRA, et principalement l'INRA de Colmar, s'engage en 2000 dans des programmes de création, les programmes dits RESDUR, donc il y a déjà des variétés qui sont diffusées, et ces 2 programmes de recherche ont été initiés sans qu'il y ait aucune demande de la part des professionnels. L'INRA a pris ça sur lui en 2000, peut-être parce que Colmar est à proximité de l'Allemagne et que les Allemands avaient déjà engagé des programmes avec peut-être une vingtaine d'années d'avance, programmes qui ont donné naissance à certaines variétés. Il y en a une qui a été développée, mais sa diffusion s'est arrêtée, c'est le Regent. Mais on va parler tout à l'heure du Sauvigné Gris, qui est issu de programmes d'hybridation qui ont été initiés plutôt qu'en France. Donc l'INRA commence, obtient des variétés dites RESDUR, et il y a des RESDUR 1 qui sont sortis, des RESDUR 2, avec, à la différence d'Alain, dans le cahier des charges défini par l'INRA, l'objectif c'est de créer des variétés. D'abord, aujourd'hui, on en est à 2 cibles que sont le mildiou et l'oïdium, mais qui sont des variétés qui ont au moins 2 gènes de résistance ou 2 facteurs de résistance à l'oïdium et au mildiou. Il y a des RESDUR 3 qui vont arriver, qui pour la majorité d'entre elles auront 3 gènes de résistance au mildiou à l'oïdium. Certaines auront, et dans certaines régions, c'est aujourd'hui une problématique, des résistances au black rot également. Mais quand on parle de variétés résistantes, il faut bien être précis vis-à-vis de quel pathogène. Et souvent, nous-mêmes, on fait un raccourci. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'entendent les professionnels? Ah ben voilà, ça va résister à tout. Et pas nécessairement. Donc des programmes engagés en 2000 qui se finissent sur la gamme dite des RESDUR, et puis des programmes régionaux dits variétés résistantes à typicité régionale que va évoquer Gilles, avec une 12 ou 13 programmes
qu'ont engagé les interprofessions à partir des années 2012-2013. Ils sont venus nous voir, l'INRAE, nous-mêmes IFV, en disant, voilà, ok, c'est bien beau que vous ayez créé ces variétés, côté INRA, mais elles sont plutôt opportunistes, et c'est maintenant au fil du déploiement et de leur diffusion qu'on voit leur intérêt réel. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous fassiez des croisements en utilisant comme parents nos cépages emblématiques qui ont fait la notoriété historique de nos vins. Je vous passerai une carte de France en vous disant qu'est-ce qu'ont choisi les Alsaciens, les Bourguignons, les Champenois. L'immense majorité d'entre vous, vous trouveriez des programmes engagés dont, à partir de 2013, dont on espère les premières sorties variétales, c'est-à-dire les premières inscriptions, allez, en 2030-2031. Demandez-vous des évolutions de la réglementation. Qui travaille? Comment on travaille? La réglementation, alors il y a eu deux changements, un domestique, un national, quand l'INAO en 2018 a créé la catégorie des VIFA. Les Côtes de Provence ont été peut-être très avant-gardistes en initiant une réflexion autour des cépages et en intégrant dans cette catégorie VIFA, donc 5% de l'encépagement, 10% dans les vins, c'est une expé, on se revoit dans 10 ans, est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on élimine? Et c'est comme ça qu'il y a 5 variétés, 5 cépages vinifera qui ont été choisis. Maintenant, un autre grand changement, il est à l'échelle européenne, quand en décembre 2021, l'Union européenne a décidé de donner la possibilité aux appellations d'intégrer dans le cahier des charges des non-vinifera. Jusqu'à présent, vous êtes en appellation, vous êtes dans le Chianti, vous êtes dans le Douro, vous êtes en Gevrey-Chambertin, ce n'était que des purs vinifera. Maintenant, vous pouvez mettre des variétés hybrides dans le respect de ce fameux cahier des charges VIFA. C'est une expérimentation. Et tout à l'heure, quand le président Pastorino disait il faut élargir l'expérimentation, un des aspects très importants, c'est l'aspect que chacun peut contribuer à l'échelle de son exploitation à ce dispositif VIFA. J'ai lu plusieurs fois dans la presse qu'il y avait quand même des essais qui se cassaient la gueule. On avait des résultats négatifs avec certains essais. Alors si je comprends bien la question qui m'est posée, c'est-à-dire qu'en 2024, il y a eu du mildiou observé sur certaines variétés résistantes. Ça ne marche pas à tous les coups, ouais. Mais c'est pas que ça ne marche pas, c'est que 2024... c'est dû au contexte de l'année particulière? Il y a incontestablement, et dans certaines régions, dans le sud-vallée du Rhône, des conditions au mois de mai-juin 2024 qualifiées de presque tropicales, des précipitations très fréquentes, de la chaleur, des humidités matinales qui duraient beaucoup, et ça sur des parcelles où la couverture phytosanitaire n'était peut-être pas suffisante. Il y a eu des cas de souches dites contournantes qui ont été observés. Les collègues de l'INRA, dans le cadre d'un observatoire qui s'appelle OSCAR, se sont investis de la question. Les champs d'agriculture ont fait des prélèvements qu'ils ont envoyés aux équipes d'OSCAR sur Bordeaux. 166 parcelles observées. Il y a eu 2 cas critiques où il y a eu il a été observé des contournements. Ce qui nous a bien précisé des choses sur lesquelles on n'était peut-être pas suffisamment clair. Je l'ai dit tout à l'heure, ces variétés ne sont pas résistantes à tout. Concernant l'oïdium, pour l'instant, touche du bois, elles sont totalement résistantes, mais pour le mildiou, on ne les a jamais qualifiées de totalement résistantes, mais de très résistantes. Et il faut une couverture phyto minimale. Et sur les parcelles où ces cas de contournement ont été observés, eh bien, les consignes pour 2025 vont être d'être très strictes en matière de traitement pour éviter qu'il y ait une propagation, une génération de souches de mildiou qui surferaient sur ce qui a été observé en 2024 et qui se propagerait. Voilà. Donc sans agiter le siphon rouge, c'est une alerte. Obligation de traitement et peut-être des choses qu'on avait oubliées ces dernières années vis-à-vis du mildiou, des traitements en fin de saison quand le mildiou attaque sa phase de reproduction dite sexuée. Merci Laurent. On revient avec vous dans quelques instants avec les échanges questions-réponses avec la salle. Olivier Zécry, bonjour. Je vous laisse prendre le micro devant vous, directeur adjoint de Novatec, ce sont les pépinières Mercier. Évidemment, on va vous entendre sur ces cépages et ces cépages résistants, l'évolution des cépages. Je voudrais parler avec vous de ce qu'on appelle les NTG aujourd'hui. On lit là aussi un peu partout l'importance et l'arrivée de ces NTG. Là aussi, plusieurs questions. On en est où? Qu'est-ce qui différencie
les NTG des OGM, et c'est pour quand? Alors, beaucoup de questions, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, nous au niveau du groupe Mercier et au niveau de mon laboratoire Novatech, on est très impliqués dans la création de nouvelles variétés. Alors on a un programme de création variétale également, via l'hybridation, via les croisements naturels, mais effectivement, nous on pense qu'il faut essayer d'élargir le champ des possibles, et avec ces techniques, donc NTG, ça veut dire nouvelles techniques génomiques, tous les outils d'édition du génome, donc c'est tout un tas de mots assez savants, assez barbares, pour dire qu'en fait, aujourd'hui, comme on connaît de mieux en mieux le génome de tous les êtres vivants, celui de la vigne également, on est capable de savoir quels sont les effets de chaque gène, et on est capable d'intervenir sur ce génome pour aller modifier, pour aller corriger, pour aller éditer, c'est pour ça qu'on parle souvent d'édition du génome, sans insertion de gènes étrangers. Donc c'est ce qui fait la grande différence avec les OGM. Ce qu'on appelle les OGM, c'est de pouvoir corriger le génome à la marge et donc changer les traits de caractère de la vigne. Donc c'est ça qui différencie les NTG, c'est ça qui les différencie des OGM. En quoi c'est révolutionnaire? Pour l'instant, on n'en sait rien. Parce que pour l'instant, il faut rester assez prudent et assez humble. On n'a pas été capable d'aller encore au vignoble pour faire des évaluations. Mais par contre, ça élargit le champ des possibles parce qu'on peut toucher à beaucoup de traits. Tout à l'heure, Elisa disait c'est assez complexe via les croisements d'aller insérer tout un tas de traits de caractère pour un porte-greffe, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit résistant au phylloxéra, il faut qu'il soit résistant au calcaire, il faut qu'il soit résistant à la sécheresse. Et ça, dans les fonds génétiques de Vitis, on peut peut-être le trouver, mais c'est très très long et on n'est pas sûr d'y arriver. Avec la technique NTG, avec les techniques NTG, on parle beaucoup de CRISPR, vous avez dû entendre parler de CRISPR, qui est une technique en fait, c'est un outil, on appelle ça le ciseau moléculaire, qui permet d'aller couper l'ADN, d'aller faire des corrections. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans les techniques, parce que franchement, elles évoluent tellement vite, c'est-à-dire qu'en fait, il faut juste savoir qu'on est capable de faire tout un tas de choses à intervenir sur le génome. Ça devient de plus en plus facile, à des coûts assez négligeable. Donc on peut aller jouer sur ce génome, on peut aller changer les traits de caractère, et on peut aller en changer plusieurs pour peut-être aller toucher des trucs qu'on n'est pas capable d'obtenir via les croisements classiques. On a une idée de calendrier ou pas encore? Là aujourd'hui c'est en laboratoire uniquement. Oui, alors le calendrier, oui, ces techniques, elles existent depuis un moment. Je crois que la technique CRISPR, elle est depuis 2012. Nous, on les utilise au laboratoire, donc on développe tout un tas de variétés, mais qu'on peut ne garder qu'au stade laboratoire pour l'instant. Moi, je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle de l'eau. Elisa a parlé des porte-greffes. Nous, par exemple, sur tout un tas de trucs qu'on travaille, on travaille sur un gène qui permet justement la régulation du nombre de stomates sur l'épiderme des feuilles. Donc les stomates, ça a bien été expliqué par Elisa tout à l'heure, c'est ce qui permet l'évapotranspiration. Bon, on peut, en allant juste corriger une base d'ADN, faire en sorte que ce nombre de stomates il soit plus important ou moins important. Ça, on le fait, ça marche très bien. Quand je dis ça marche très bien, c'est on bouge le nombre de stomates. Maintenant, quant à dire que ces plantes que j'ai développées, elles vont être plus ou moins résistantes à la sécheresse, comme l'a expliqué Lisa, ça va être long et donc il va falloir pouvoir aller au vignoble. Donc le frein aujourd'hui, c'est d'aller au vignoble, et par rapport au calendrier, on est contraint pour l'instant par la réglementation européenne. La réglementation européenne, elle ne prévoit pas encore la possibilité d'y aller. Ceci étant dit, il y a eu une proposition de régulation, une proposition de loi qui est sur la table du Parlement, qui est en chantier et qui est en bonne voie, on va dire, même si on ne peut pas savoir et ne peut pas se prévaloir de ce que vont décider les politiques au niveau européen, mais qui est en bonne voie d'aboutir. C'est-à-dire qu'en Europe, c'était le 5 juillet 2024, a été proposé un texte de loi. Il a été voté par le Parlement, donc favorablement, le Parlement européen a dit OK. Il a été également voté par la Commission, qui a dit OK, et il reste le Conseil. C'est une discussion à trois voix en Europe. Donc le Conseil n'a pas encore voté, et puis avec toutes les tergiversations qu'il y a eu, les élections européennes, etc., pour l'instant, le texte n'est pas passé. Donc peut-être en 2025, peut-être en 2026, et à partir du moment où ce texte pourra être validé, on pourra aller au vignoble et on pourra faire des essais. Mais si la technique en elle-même est plus rapide, peut-être que faire un croisement, quoique, l'évaluation au vignoble, elle reste nécessaire, surtout pour notre filière qui a pour finalité de faire du vin. Donc à la fin, il faut bien avoir du raisin, donc ça, il faudra laisser le temps à la plante de pousser. Merci Olivier, merci beaucoup. Gilles Masson, bonjour, pour le Centre du Rosé.
Et votre micro fonctionne, je pense, ouais, c'est bon. On part pour une parcelle qui s'appelle la parcelle Eva. On refait un tout petit peu d'histoire, mais très très rapidement. En Provence, vous avez toujours été super en pointe. Quand même, il faut souligner tout le travail qui est fait par les vignerons, tout le travail qui a été fait de recherche depuis des décennies. Il y a du job qui a été fait. Oui, mais merci de le dire vous-même. Je voulais témoigner de ce travail important qui a été fait sur les variétés et les cépages depuis 20 ans maintenant. Et je voudrais porter à cette assistance un message à la fois de confiance et d'espoir. D'abord, confiance dans le travail qui a été fait, en effet, puisque depuis 20 ans, avec les partenaires de l'expérimentation et de la recherche, les chambres d'agriculture, les ODG, l'IFV, le Centre du Rosé, on a expérimenté tout un tas de cépages venant du passé, venant d'ailleurs et venant aussi du futur. On en a balayé environ 150. Ça a donné lieu notamment en termes de vinification à plus de 500 mini-vinifications. Et ce travail important, on l'avait considéré à l'époque comme stratégique parce qu'on a vu que la variété, c'était une clé importante de réponse aux 3 enjeux qui nous occupent aujourd'hui et que Nicolas a rappelé tout à l'heure, celui de la transition agroécologique, celui du changement climatique et aussi celui de l'adaptation au marché. Donc beaucoup d'efforts faits sur ces variétés, ces cépages depuis 20 ans avec tous les partenaires qui ont abouti en 2 mots à 2 choses importantes. Tout d'abord, une base de données qui a permis de centraliser toutes les informations qu'on a collectées depuis 20 ans, qui s'appelle Au César, et dans laquelle on a mis toutes les observations agronomiques, les observations phyto, les vinifications et même les vins. Ces bases de données qu'on partage avec les ODG et qui leur servent à modifier leur cahier des charges. Donc on a pu aider notamment les IGP du Var à modifier leur cahier des charges, à intégrer 10 variétés résistantes, puis 10 vitis vinifera récemment pour s'adapter aux besoins. Bien sûr l'ODG Côte de Provence qui s'est appuyé sur ces travaux pour intégrer les 5 fameuses variétés étrangères VIFA, puis 3 récemment des variétés résistantes. On accompagne aussi les coteaux-varois. Donc tout ce travail-là, il est mutualisé, il est au service des ODG pour avancer et s'adapter pour l'avenir. Donc j'ai dit, la première sortie de tout ce travail, c'est cette base de données. Donc vous verrez des effets cet après-midi pour ceux qui participeront à l'atelier sur les cépages. Et second aboutissement. Et la deuxième sortie, en effet, qui est plus pragmatique et qui touche plus les vignerons, c'est une parcelle sur laquelle on a planté des variétés qu'on a inventées nous-mêmes. Voilà. On a étudié beaucoup ce qui venait d'ailleurs et on s'est dit on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est à nous de commander, Laurent en a parlé tout à l'heure, à l'IFV, à l'INRAE, les variétés dont on rêve la nuit. Des variétés dédiées au vin rosé et des variétés adaptées à la Provence. On a donné notre cahier des charges, on a présenté nos parents que l'on souhaitait, c'est-à-dire le Rolle et le Cinsault, et on a demandé à faire ces croisements. Ces croisements qui ont été faits donc, par l'équipe de Laurent, notamment au Gros du Roi, ont généré 3000 pépins différents. De ces 3000 pépins, on les a triés, on les a screenés, on a retenu 127 variétés qui nous paraissaient prometteuses. Et ces 127 variétés, on les a implantées sur une parcelle en Provence qui est à La Selle, 10 ou 15 souches par variété, ce qu'on appelle des génotypes, et on les observe depuis leur plantation, depuis 4 ans, pour voir s'ils répondent bien à nos attentes en matière de climat, en matière de résistance aux maladies, et depuis cette année, en matière d'œnologie aussi. Ça veut dire que vous avez vinifié, ça y est. Voilà, donc c'était la grande nouveauté de cette année. On a pu obtenir nos premières grappes sur ces variétés, donc je le redis, qui n'existent nulle part ailleurs, qui ont été conçues pour nous. On a récolté les premiers raisins. On a pu vinifier sur les 127 génotypes 60 variétés qui ont fait l'objet de micro-vinification. On a même développé une méthode de vinification pour traiter 10-15 kilos dans des conditions proches du réel et des caves. Et donc on a nos 60 premiers vins qui viennent de ces variétés, des blancs et des rouges, qui sont censés être adaptés à la production de demain. Ces variétés donc uniques qu'on va continuer d'observer pendant un certain temps. Tout ça paraît très long à tout le monde, bien entendu, mais on peut espérer que de tout ça, dans 8 ans, ça puisse arriver sur les parcelles des vignerons. On devra passer par un processus VATE qui est encadré, qui est normé, qui va nous prendre un peu de temps, mais qui nous évitera de faire des bêtises. Vous avez vinifié 2 bouteilles à peu près, c'est ça, par cépage? Alors voilà, les grappes sont rares, il y a des variétés qui sont plus ou moins généreuses. On a fait entre 2 et 6 bouteilles, on ne pourra pas les partager à l'apéritif tout à l'heure. On va commencer à les faire passer sous le microscope, on va vous en sélectionner quelques-unes qu'on pourra vous présenter bientôt. De
ces variétés-là et de ce travail, on attend peut-être 3 choses. Pouvoir éventuellement remplacer nos variétés emblématiques pour conserver la typicité des vins de Provence. On peut aussi aller chercher dans ces variétés des apports, des qualités qu'on n'a pas dans nos variétés aujourd'hui, notamment au regard du changement climatique, aller chercher de l'acidité, certains parfums, une certaine couleur. C'est la deuxième chose. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est aussi pour nous chercheurs, quelque part, un bac à sable dans lequel on va pouvoir aller chercher de la créativité, de l'originalité, ne jamais oublier de regarder s'il y a des variétés qui nous paraissent un peu bizarres au départ, mais qui peut-être nous ouvriront des perspectives pour l'avenir, parce qu'on sait que le marché bouge et il faut beaucoup de solutions. Ça permet peut-être de patienter. On va passer aux questions de la salle, parce que je pense que depuis l'intervention d'Elisa, vous avez plein de choses à apporter et plein de questions à poser. J'imagine qu'il y a un micro qui est à disposition. Sans ça, je vous prêterai le mien. Qui prend la main pour une première question ou première réaction après ces 4 biens exposés? Donc, vous l'avez rappelé, si on utilise des porte-greffes, avant tout, c'est par rapport à la problématique du phylloxéra. Mais l'autre problématique aussi, c'est que la greffe est souvent suspectée dans le dépérissement du vignoble. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat si c'est la qualité de greffe ou le type de greffe. Mais je voudrais savoir si le mécanisme de résistance des porte-greffes au phylloxéra est connu, si cette résistance a une origine génétique ou génomique. Et à ce moment-là, de la même manière que l'on croise des vinifera et des non-vinifera pour créer des variétés tolérantes aux maladies cryptogamiques, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec le phylloxéra, ce qui nous permettrait de planter en franc de pied et de s'affranchir des problématiques de greffe? Oui, merci pour cette question. Par rapport au premier point sur le déterminisme du phylloxéra, oui, il est connu, mais en fait, il est très complexe et il varie. Les régions vont être très différentes entre les vitis. Donc, c'est pas quelque chose. On n'est pas dans la situation du Rhône 1 qui était décrit par Laurent Audeguin, où en gros, on a un verrou majeur et puis on n'a qu'à se le coller dans chacun de nos porte-greffes. Donc ça, c'est un premier point. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir au niveau du phylloxéra, donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est très connu. Par contre, ce qui est très connu, c'est que c'est quand même l'exemple, et peut-être le seul, où on n'a toujours pas de contournement. C'est-à-dire que ça fonctionne bien, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur l'idée de se dire, bah oui, allons-y, puisque notre greffe dans les campagnes pose problème, ou en tout cas a cette réputation-là, parce que sur ce que vous évoquiez du lien du greffage en lien avec le dépérissement, en fait, les travaux scientifiques qui ont pu être menés sur est-ce qu'il y a un effet porte-greffe en lien avec les maladies du bois. Nous, on ne le voit pas dans notre dispositif. Il y a des notations qui sont faites. C'est surtout un effet greffon qui est majeur. Donc, par exemple, le Cabernet Sauvignon, nous, sur le dispositif dont je vous ai parlé, à 7% des souches sont déjà avec des symptômes. Donc, ça va très vite. Le dispositif avait été planté en 2015. Sur le dépérissement qui peut être en lien avec le cournouet ou avec d'autres maladies du bois, en fait, il n'y a pas forcément de travaux scientifiques clairs qui incriminent le type de greffe ou qui incriminent des porte-greffes. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, malgré toutes les rumeurs, entre guillemets, ou ce qu'on peut entendre dans les campagnes. Et donc, dans l'idée de se dire, affranchissons-nous de ce fameux porte-greffe et mélangeons tout pour créer la variété idéale. Alors, je vous avoue que je suis de nature très optimiste et que je suis passionnée par ce que je fais, mais là, j'avoue que je vais laisser la valise et je vais vous laisser faire, parce que déjà qu'on a fort à faire et que malgré les échéances que je vous ai données, on n'est quand même pas sorti du tunnel que pour le porte-greffe. Alors, à me dire que je vais travailler main dans la main avec mes collègues œnologues, ce qui ne me pose pas un problème en soi, mais qui vais vous trouver la variété idéale pour faire le rosé, idéale pour faire le rouge. Là, j'avoue que je veux bien qu'il y en ait plusieurs dans la salle qui nous rejoignent. Merci Elisa. Olivier ? Oui, il y avait juste 2 réflexions que j'avais avec votre question. Alors, c'est toujours délicat de parler
du fait que le greffage et les porte-greffes, c'est super quand on est pépiniériste. Forcément, on est taxé de conflits d'intérêts. Mais déjà, bon, ça existe un peu, ce que vous demandez, c'est les hybrides producteurs directs. C'est-à-dire qu'avant le greffage, ce qu'on a trouvé comme solution, c'était de brider justement les variétés de vinifera avec les porte-greffes. Mais comme a expliqué Elisa, en fait, on avait les avantages des deux, mais aussi les inconvénients des deux. Donc ça mettrait trop de temps. On peut le faire, mais ça met du temps. Et deuxièmement, juste un point important, c'est que nous, on voit, on greffe de la vigne un peu partout dans le monde, et il y a des endroits où il n'y a pas encore trop de phylloxéra. Et aujourd'hui, les porte-greffes, ils n'apportent pas qu'une solution vis-à-vis du phylloxéra. Et probablement aujourd'hui, on a toujours de la viticulture en France grâce aux porte-greffes, parce qu'on a réussi à vaincre le phylloxéra. Mais la question est de se demander si aujourd'hui, sans parler du phylloxéra, on réussirait à cultiver des vinifera sous nos climats. Et c'est pas sûr. D'autres questions, d'autres apports? Je vais aller tout au fond de la salle. Dans un instant, on va commencer avec monsieur au premier rang. Juste pour une question pratique, Nicolas va vous donner un micro. Je vais venir avec vous tout au fond de la salle. Oui, bonjour. Je voulais juste poser une question pour être sûr d'avoir bien compris. Vous avez dit que dans vos essais, vous aviez constaté qu'il n'y avait pas forcément de lien direct entre la forte vigueur, le rendement et la défoliation, c'est-à-dire l'importance du stress hydrique. Donc je voulais être sûr d'avoir bien compris, parce que ça c'est important. Oui, c'est exactement ça. Sur les graphiques que je vous ai montrés, je m'étais dit, la défoliation, quand on voit une vigne qui est défoliée, on va juger qu'elle est mal en point et donc on va la qualifier de non tolérante à l'épisode de sécheresse qu'elle a subi. Et finalement, si on part de l'empirisme, qui pour moi est un peu ce qui est presque le plus sûr, c'est-à-dire que le 110R, on va avoir quand même du mal à dire qu'il est sensible à la sécheresse. Et pourtant, c'était celui qui, dans le dispositif, c'était le plus défolié. Donc on a essayé de faire le lien en disant mais est-ce qu'il n'a pas plus de surface foliaire ou plus de rendement, parce qu'on sait bien que quand la vigne, si elle a 120 hectos ou 60, c'est pas exactement la même chose. Et donc vous avez vu les graphiques, c'est pas ça qui est vérifié. Donc l'hypothèse que l'on met, c'est qu'il y a des porte-greffes qui sont un peu des Formule 1, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer très vite, et puis il y en a d'autres qui vont établir leur système racinaire un peu en mode diesel, c'est-à-dire qu'ils vont patauger dans la choucroute. Et donc peut-être que ceux qui pataugent dans la choucroute, mais qui sont bien tolérants au vignoble, en 2022, dans notre dispositif, avec des températures extrêmement chaudes que l'on a eues, avec l'occurrence au niveau du cycle, ça ne s'est pas révélé être forcément la plus tolérante dans le maintien de la production. Ça n'empêche que je préférerais planter du 110R plutôt que ceux qui semblaient moins se défolier. C'est pour ça qu'on va vraiment travailler sur... on va creuser, on va arracher toute cette parcelle à un moment et puis on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau racinaire. Merci Elisa, c'est à vous. Oh, le micro est en marche, allez-y. Oui, bonjour. Ah oui, ça marche, incroyable. D'abord, merci, parce que c'est vrai qu'on entend souvent, oui, fut un temps, l'INRA ou d'autres instances trouver des solutions, et maintenant, on n'a plus rien. Eh bien, non, ça fait plaisir de rappeler quand même qu'il y en a qui mouillent la chemise, donc merci. Et toujours dans la recherche du cépage idéal et des multiples problèmes qui s'accumulent, est-ce qu'il y a aussi des travaux sur la précocité du débourrement et donc la lutte contre le gel, éventuellement les degrés jours nécessaires à la montée de sève, ou ce genre de choses liées au fait que, vu qu'il fait chaud, la vigne gèle. Voilà. Laurent et Elisa. Je vais commencer. Quand on a été consulté par... le jour où, quand l'INAO a lancé le programme des VIFA, je me souviens, on était allé rencontrer les vignerons du Jura et de l'Arbois. Et donc chacun fait sa liste du cépage idéal, entre guillemets, la lettre au Père Noël. Ils nous ont dit, nous, s'il y a un problème majeur, c'est la fertilité, la production après le gel, parce qu'on charge chaque année. Et ils nous ont dit, ok, c'est pas forcément la résistance, c'est... Et donc ça, dans certaines régions, c'est une problématique. Sur les programmes de création variétale qui sont en cours, évidemment, l'aspect phénologique, il est important, mais ça, c'est au travers des travaux de phénotypage qui se font sur la parcelle EVA ou sur les autres stades intermédiaires qu'on peut apprécier
les dates de débourrement par rapport aux témoins, et puis aussi les dates de maturité. J'étais la semaine dernière au comité de pilotage d'un programme jumeau de EVA, qui est le programme avec la Bourgogne et la Champagne, où il y a à peu près 400 génotypes installés dans des stades intermédiaires, et ça, c'est pris en compte. Mais c'est pris en compte par le phénotypage qui est fait, pas a priori, en s'engageant dans des programmes de création, disant tiens, on va prendre tel parent parce que ceci, cela au niveau phénotypique, au niveau phénologique, pardon. Alors moi je vous remercie pour la question parce que souvent on parle de porte-greffe qui retardent le cycle des greffons. En tout cas moi quand j'étais sur les bancs de l'école c'est ce qu'on nous apprenait. Et en fait quand on a mesuré le débourrement, la floraison et la véraison 2 années sur l'ensemble du dispositif, en fait, on trouve des résultats significatifs au niveau statistique, parce qu'on a une puissance, il y a un grand nombre de souches, un grand nombre de combinaisons. Mais techniquement, pour le professionnel, moi, je peux vous dire que sur le panel qu'on a étudié, on peut décaler le cycle de 3-4 jours. Et donc, du coup, si je vous dis on décale les vendanges de 3-4 jours, vous allez me dire vaut mieux décaler la taille, ce sera quand même vachement plus efficace. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de pas mal... alors moi, je parle de... Alors, je ne sais pas si c'est des légendes ou pas, mais en tout cas de tout ce on peut dire sur les porte-greffes. Et donc cette année, on va recommencer les observations au stade adulte, parce que je ne voudrais pas que ce qu'on ait pu observer soit lié à un aspect juvénile du dispositif. Et on va bien voir, mais si on enfonce le clou complètement, en tout cas quand on met tout le monde dans la même parcelle, sous les mêmes conditions climatiques, on n'a pas l'air de pouvoir énormément décaler le cycle. Donc le porte-greffe, il peut des choses, mais il y a aussi des choses qu'il ne peut pas. Et en tout cas, décaler le cycle au stade jeune, ça n'est pas possible. Olivier, et puis on reviendra dans la salle ensuite. Ouais, et pour redonner de l'espoir quand même, parce qu'il y a c'est vrai pour ce que dit Elisa sur les porte-greffes, mais pour rebondir sur ce que disait Laurent, justement au départ, quand on a créé, nous dans notre programme NATI, dans notre programme de création variétale, on fait la même chose que ce que fait INRAE ou l'IFV, c'est-à-dire qu'on crée par rapport à ce qu'on peut connaître, et puis après on se rend compte avec le temps qu'on peut avoir d'autres choses. Et dans le champ des possibles dont je parlais tout à l'heure, dans vos collections, j'imagine que c'est la même chose que dans les nôtres, on voit qu'il y a des différences génétiques énormes au niveau du cycle, au niveau de la phéno, et donc on pourra, si on cherche ça, trouver des variétés qui débourrent tôt, qui débourrent tard. C'est vrai que les premières variétés résistantes qui sont sorties sur le marché, peut-être qu'elles ont tendance à débourrer relativement tôt comparé à certaines variétés, mais dans nos collections, on a des variétés qui débourrent très tard. Donc je pense qu'on peut réussir à trouver. Essayer de répondre à la question. Je ne veux pas être le seul à ne pas répondre à cette excellente question. Et puis c'est la question qui aura obtenu le plus de réponses. Non, pour dire que c'est maintenant à nous de faire notre travail sur les 127 génotypes dont je vous ai parlé, pour observer cette précocité, cette date de débourrement et notamment ces risques de gel. Et pour ça, on a mis au point un petit modèle mathématique qui nous permet de classer les variétés. Et donc, si notre choix numéro 1, c'est que la variété débourre tard, par exemple, eh bien, on pourra le programmer. Ça a d'ailleurs été le choix des Cotovarois qui, sur leur critère principal de sélection, nous ont demandé un cycle court et une date de débourrement tard, alors qu'en Côte-de-Provence, on a plutôt orienté le modèle vers la résistance à la sécheresse. D'autres questions, d'autres réactions? Vous y allez? On va vous donner un micro tout de suite. Est-ce que quelqu'un prendra la parole ensuite? Ça nous permet de préparer les micros. Madame, on vient vers vous tout de suite. Nicolas vient vers vous sur votre droite. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout d'abord, merci pour vos interventions. Moi, je me demandais sur les nouvelles technologies de génomique. On sait que c'est des technologies complètement différentes des OGM, mais au vu de l'opinion publique, de l'état de l'opinion publique sur les OGM, est-ce qu'on risque pas d'avoir un peu le même phénomène sur ces technologies-là? Bonne question. Peut-être bien. J'en sais rien, vous avez raison, je pense que c'est un vrai sujet, mais nous, les techniciens fournisseurs de la filière, on s'est dit, en fait c'est trop long de travailler sur ces sujets, il y a trop de problèmes techniques, il y a trop de défis qui font qu'on ne peut pas juste, parce qu'on peut avoir des peurs ou des choses qui sont inquiétantes, se dire, du coup, on ne fait rien. Je veux dire, il y a plusieurs manières de voir l'avenir. Soit l'avenir, en fait, ça n'existe pas, c'est nous qui créons l'avenir. C'est des représentations qu'on se fait. Donc, soit on a peur en l'avenir et donc on ne fait rien, soit on a plein d'espoir en l'avenir et donc on fait quelque chose. Nous, c'est plus l'approche qu'on a eue en se disant, on essaye, techniquement, on essaye de trouver des solutions. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que ça ne sera pas à nous, techniciens ou scientifiques, de choisir.
En fait, c'est comme une boîte à outils, on propose un nouvel outil. Si on trouve des solutions, après, la société, elle devra choisir. Elle prendra sa décision sur est-ce que effectivement on peut aller sur ces techniques. Mais j'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps à un journaliste. Je lui ai dit, en fait, sur ces techniques, on a tous un rôle à jouer. Moi, justement, j'essaye maintenant de moins en moins, même si là je l'ai fait un petit peu, de parler des techniques, parce que les techniques, c'est pas glamour, on fait du vin. Et le vin, le consommateur final, lui, il n'a pas envie d'entendre parler de technique. Mais là, on est entre gens de la filière, donc on peut parler technique. Mais après, dans la communication qu'il va falloir qu'on ait tous ensemble, il faut juste se dire, tout à l'heure, Laurent parlait du pinot noir, de dire, est-ce qu'on a toujours envie de cultiver du pinot noir ou du vin ou des vignes en Bourgogne dans 50 ans, dans 100 ans? Ou est-ce que on remontera tout doucement et on cultivera plus de vignes sous nos latitudes et on cultivera ailleurs? C'est peut-être ça qu'il faut essayer de mettre dans l'opinion publique, de dire est-ce qu'on a envie de conserver nos terroirs? Est-ce qu'on a envie de conserver nos métiers, nos compétences plus tard dans nos terroirs? Oui ou non? Et à partir de là, essayons de trouver des solutions. Donc c'est un peu l'approche que nous on a. Mais là où vous avez raison, c'est que nous, on ne choisira pas les techniques. On travaille sur les NGT, on travaille sur les variétés résistantes, on travaille même sur d'autres voies pour innover en génétique, en matériel végétal. Nous, on pense que le matériel végétal, il est déterminant. Vous avez besoin de matériel végétal pour faire du vin. Mais sur ces questions qui sont des vraies questions de société, je dirais que c'est peut-être pas ici que ça devra se décider, mais c'est un vrai sujet. Même si vous aurez un message certainement à porter, vous, techniciens et vignerons aussi, là-dessus, très probablement. Monsieur, je viens avec vous dans un instant. Quelqu'un a le micro? Madame, bonjour. Bonjour, merci pour vos interventions. Ma question sort peut-être un peu du cadre, mais on voit des choses effectivement qui vont prendre du temps. Je pense à tout ce qui est aujourd'hui architecture du vignoble. Est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des modifications à faire, des choses à adapter pour se prémunir un peu plus de ce contexte climatique qui s'intensifie? Bon, on parlera de quelques solutions dans quelques minutes, évidemment encore pendant cette matinée. Laurent, vous souhaitiez intervenir? Là, précisément, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que l'architecture des souches, l'ombrage, ce sont des données, des paramètres très importants. Non, je voulais revenir tout à l'heure sur à l'instant, ce qui a été dit sur l'évolution et ce que peuvent offrir les nouvelles technologies, en disant, d'une part, que ce soit par de l'hybridation classique ou ces technologies, il ne faut rien s'interdire. On fait de l'expérimentation. Il ne faut pas survendre ce que l'on fait. J'ai lu il y a quelque temps qu'avec ces programmes-là, par exemple, on allait améliorer la Syrah. Mais pour qui se prend-on pour dire qu'on va améliorer la Syrah? Si on s'en rapproche, c'est déjà pas mal. Ce que je voulais préciser également, parce que l'exemple du Pinot, il est assez édifiant. Aujourd'hui, les Bourguignons, ils ne se sont pas engagés dans la voie des VIFA. Ils sont plutôt dans l'expectative en disant, nous, pour quand même compléter, apporter quelque chose au Pinot Noir, les Bourguignons, aujourd'hui, ils vous disent, jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'ils sont en haut de la courbe de Gauss, et après, ça redescend. Et donc, il faut préparer l'avenir. Mais le préparer avec quoi? Avec des cépages qui vont être de notoriété, de qualité complémentaire pour arriver à apporter un plus au Pinot, c'est très délicat. Il serait presque enclin à dire, nous, faites-nous un Pinot édité, on prend plus facilement que du Pinot obtenu par hybridation, à croiser avec des variétés résistantes, ou mettre en complément du Pinot, du Nebbiolo, du Cabernet Franc ou de la Syrah. J'ai un des avantages, juste je complète, qu'il y a dans la région où la production majoritaire est le rosé. J'ai entendu dire pas longtemps, le rosé n'a pas de cépage. Alors ça peut paraître péjoratif, mais c'est une chance. Parce que si je grossis le trait, si j'exagère, ce qu'on attend d'un rosé, on se fout un peu de ce qu'il y a dedans. Il y a d'excellents rosés faits avec du Vermentino, avec du Cinsault, mais ce qui compte, c'est le produit fini. Et donc aujourd'hui, puisqu'il faut ouvrir les chakras pour la production de rosé, eh bien le fait que l'aspect matériel végétal, l'aspect variétal soit pas essentiel pour le rosé, ouvre des perspectives que n'ont peut-être pas encore d'autres appellations très traditionnelles. Gilles et puis Elisa. Très vite sur la question de l'architecture de la vigne, qui est une très bonne question aussi, parce qu'elle nous rappelle que la lutte contre le changement climatique, ce n'est pas que le matériel végétal qui va y répondre et qu'on doit être sur tous les fronts à la fois.
C'est un sujet qui est très difficile parce que réussir à adapter un feuillage d'une vigne qui permet à la fois de limiter la transpiration, d'apporter de l'ombre aux grappes sans apporter trop de sucre et donc de degré d'alcool, c'est une équation sur laquelle on s'est employé, mais qui est assez difficile à résoudre. On a notamment usé du rognage, de l'effeuillage pour essayer de trouver des nouveaux rapports fruits-feuilles sur les vignes en Provence. C'est un sujet qui est éminemment délicat, mais qu'il ne faut pas abandonner parce que c'est une des réponses parmi les autres. Elisa. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que disait Gilles, hein, c'est-à-dire qu'il faut utiliser toute la palette d'outils qui est disponible. Le matériel végétal est un levier formidable, mais en fait, tout ce qui va être hauteur du tronc, densité de plantation, c'est-à-dire la hauteur de surface foliaire, tout ça, en fait, il faut pouvoir l'utiliser pour presque faire l'inverse de ce qu'on a appris, puisqu'on a recherché une maturité de plus en plus précoce, on voulait une concentration de plus en plus forte, et en fait, par les variations de l'environnement, eh ben maintenant il faut rétro-pédaler à partir des mêmes ficelles qu'on a tendues dans une seule direction pour aller dans l'autre sens, quoi. On va continuer à parler de ces innovations, de ces nouveautés avec Eric. Monsieur, je viens avec vous dans une petite seconde. On finit sur ce chapitre-là et puis on enchaîne avec votre question. Je souscris totalement à ce qui a été dit. Des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on revienne en arrière sur les pratiques culturelles. Moi, je voulais simplement, ça a été évoqué, revenir sur aussi l'initiative de l'INAO ces dernières années. Alors souvent, on rouspète parce qu'il y a des délais, souvent on rouspète parce que les prises de décision sont longues. Moi, écoutez, je siège à l'INAO depuis 12 années maintenant, et tant sur les cépages résistants, puis un sujet qu'on va évoquer au syndicat des Côtes de France, c'est les DEI, dispositifs d'expérimentation individuelle, notamment sur les pratiques, le rognage, est-ce qu'il est toujours utile? Alors, il y a le bon sens, on le fait déjà, on le fait naturellement. Je crois que sur la hauteur de palissage, mais avant, pour expérimenter quelque chose à l'INAO, il fallait un délai minimum de 10 ans, parce que c'était l'engagement, c'était non pas le plaisir de vouloir prendre du temps, mais c'était aussi l'engagement vis-à-vis des consommateurs qu'on ne remettait pas tout en cause. Mais je suis très satisfait, et notamment, je le dis, je ne cesse de le dire, aussi avec l'aide d'une directrice de l'INAO qui est plus jeune, qui a bien compris les enjeux de la viticulture et qui met en place tout au long de l'année des dispositifs qui nous permettent d'aller plus vite. Et ces DEI, c'est un petit peu comme l'expérimentation qu'on a sur les cépages, c'est-à-dire que l'ODG devra déterminer sur quelle notion on pourra aller sur ces DEI, et puis on trouvera des vignerons expérimentateurs. Parce que c'est notre rôle à tous d'expérimenter, puis de voir sur nos propres exploitations, visuellement, de voir aussi, en termes de vinification, si ça a un effet. Et tout ça dans des délais, je crois que le délai est de 5 ans, et ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Je tenais à le souligner parce que, voilà, il faut le préciser quand les choses vont bien aussi. Antoine va vous rejoindre. Oui, je voulais juste compléter par rapport à cette question d'architecture et de cahier des charges. Aujourd'hui, il y a déjà des possibilités. Souvent, on se sent contraint par ce cahier des charges, mais en termes de hauteur de tronc, de rognage et d'épaisseur du feuillage, on peut déjà jouer là-dessus. Et ensuite, derrière, il faut aussi pouvoir expérimenter et nous aussi nous solliciter pour dire cette technique, il faut qu'on la teste. Je l'ai testée sur des parcelles peut-être pas en Côte-de-Provence ou un petit bout d'une parcelle dans Côte-de-Provence, et il faut qu'on aille dessus, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on expérimente à plusieurs. Et cette année, ça sera un travail qu'on va mener avec l'équipe du syndicat, c'est essayer de faire une track à l'innovation sur ces architectures pour justement déposer un DEI, on l'espère cette année, donc c'est l'idée. Donc aujourd'hui, il faut aussi venir vers nous pour nous dire, là ça peut poser problème, j'ai vu une technique aux États-Unis, en Australie, on aimerait la tester, je l'ai testée en IGP, et aujourd'hui on a quelques exemples, mais on en a encore peu, et il faut pas hésiter, et aussi au sein de ce cahier des charges, on peut expérimenter. Il y a de la liberté quand même. Merci Antoine. Monsieur, bonjour. Oui, excusez-moi. Juste une question un peu polémique et peut-être naïve. Ces dernières décennies, on a privilégié l'utilisation de porte-greffes et de clones qualitatifs avec des rendements faibles à modérés. Est-ce qu'avec le changement climatique, la difficulté à maintenir les rendements, est-ce que c'est judicieux de conserver cette stratégie? Est-ce que parfois il n'est pas préférable sur certaines parcelles
plus exposés au gel ou autre, à privilégier des clones un peu plus productifs, quoi, contrairement à ce qu'on faisait précédemment. Pardon, clairement, il y a une tendance, et pas qu'en France, à l'international, aujourd'hui, pour planter des clones productifs. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Aux États-Unis, au Chili, en Argentine, on cherche des clones productifs. Olivier ou Elisa? Oui, il y a des travaux qui ont été conduits par un collègue à Angers sur justement... parce que quand on parle du matériel végétal, on se dit, bon, on va déjà changer le clone, comme ça on reste dans notre variété. Puis bon, après, on va s'atteler au porte-greffe. Et puis vraiment, en dernier recours, quand on sera au bord de la falaise, on changera notre variété. Et le collègue d'Angers, Étienne Nittling, il a travaillé sur des notations de phénologie qui avaient été faites sur des clones de Sauvignon blanc, de Chenin. Et en fait, il montre avec les différents scénarios, en fait, c'est ce qu'on appelle de la modélisation. Il imagine les différents scénarios là, du rapport du GIEC entre le scénario pessimiste et optimiste. Et puis, il prend la diversité, la variabilité des réponses de date de débourrement, de date de véraison. Et en fait, le levier du clone fonctionne assez bien jusque dans les années 2070. Mais au-delà, il peut pas gommer la grande variabilité des conditions très sèches et chaudes. Et c'est là où il faudra forcément cumuler d'autres leviers. Moi, je pense que le cumul, il faut commencer d'ores et déjà à le faire. Mais c'est sûr que ces clones-là, c'est un des leviers majeurs qui est d'ores et déjà disponible. On a le temps encore d'une ou deux questions, si vous le souhaitez, depuis la salle. Monsieur, juste à votre droite, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Je voudrais un peu remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire si la préparation du sol est mal faite, vous pouvez mettre tous les porte-greffes du monde, ça ne marchera pas. Donc ça, on l'oublie souvent et ça part tout de là, parce que si la parcelle est ratée, elle est ratée pour toute la vie. Donc laissez reposer vos sols, décompactez-les comme il faut et respectez-les. Et je pense que les porte-greffes marcheront beaucoup mieux. Moi, je vous rejoins tout à fait, mais je pense que j'ai trop bichonné les miens, parce que quand je vois le riparia qui fonctionne pas bien, parce que justement on le plante au dernier moment, où on n'a pas laissé reposer les sols, moi je pense que je les ai tellement bichonnés que du coup mon riparia pousse très bien, quoi. Juste derrière les caméras, j'ai Nicolas, s'il te plaît, deux questions seront les deux dernières sur cette session. On commence avec vous, monsieur, et puis on ira vers madame ensuite, d'accord. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Juste une petite question concernant les VIFA. Et est-ce qu'il y avait vraiment un comparatif réel avec nos cépages de notre région? Et une deuxième question concernant les nouveaux clones ou le développement des clones de Mourvèdre. Est-ce qu'on a des résultats là-dessus ou est-ce qu'on va avoir un panel un peu plus important? Pardon, sur Antoine, et puis... sur les VIFA, je vais répondre parce que donc on observe les VIFA qui sont plantés en Côte de Provence et ils sont toujours comparés avec du grenache pour les cépages rouges ou du roll pour les cépages blancs. Voilà. Et pour le Mourvèdre, là je n'ai pas la réponse, c'est plus la Chambre d'agriculture qui travaille sur ce sujet. Oui, Laurent, je peux prendre. Oui, il y a une série de clones qui ont été agréés ces dernières années. C'est le début de leur diffusion. Donc on n'a pas encore le recul comme on a sur, par exemple, le clone 1069 ou 369. Madame. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question. On a parlé donc du panel de porte-greffe, mais sur les cépages, on a aussi un panel de cépages ancestraux, traditionnels, qu'on a peut-être parfois oubliés, en tout cas en Provence. Et est-ce qu'on continue des études sur certains cépages, certains de ces cépages? Est-ce qu'on les compare à ceux de la parcelle Eva, par exemple? Enfin, voilà. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Oui, alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur tous les fronts à la fois, c'est-à-dire qu'on a vraiment un observatoire sur le futur, mais aussi sur l'international et sur le passé et sur nos variétés ancestrales. On en a réhabilité, entre guillemets, une récemment qui est devenue le Rousselis, hein, donc on n'a pas oublié tout ça. Nos collègues de la Chambre prospectent beaucoup, sont très vigilants par rapport à ça. Oui, il y a des choses dans les cartons et oui, on les compare avec les nouvelles. Donc c'est important effectivement de regarder un petit peu des variétés qu'on aurait pu écarter à l'époque et qui pourraient revenir d'actualité dans les prochaines années. Tout à fait. Oui, merci. Nicolas, oui. Ouais, juste pour compléter, effectivement, on l'a dit,
Le Rousselli fait partie de ces cépages donc, qui ont été réhabilités, réintroduits dans le cahier des charges. Et après, effectivement, on parle beaucoup des cépages de demain. Et quelquefois, finalement, on ne connaît pas si bien que ça nos cépages à nous. Donc il y a le Tibourin aussi qui en fait partie. Et là, on lance un projet avec Centre du Rosé sur le rôle pour essayer de mieux caractériser, mieux connaître, mieux savoir comment il réagit, la problématique du dépérissement. Il y a un atelier cet après-midi là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un de nos cépages clés, c'est une des colonnes vertébrales de nos vins. Et finalement, ça mérite aussi d'investir sur les cépages qu'on a aujourd'hui en Provence. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut étudier large. Donc après, quelquefois, on est obligé de faire des choix. Merci Nicolas, merci beaucoup et merci de vos questions, de vos réactions. Elisa, Olivier, Gilles, Laurent, merci beaucoup pour ces brillants apports. Vous pouvez applaudir nos 4 intervenants. Et je pense qu'on va avoir la chance de vous garder avec nous pendant la pause dans quelques instants. On aura l'occasion d'échanger encore avec vous pendant cette journée et de vous retrouver pour certains dans les ateliers de l'après-midi. Avant de retrouver Antoine pour une courte intervention, vous avez une petite leaflette sur vos sièges. Elle concerne la date du 7 février. C'est une rencontre au no-tourisme avec la question des enjeux, des perspectives pour le no-tourisme en Provence. Inscrivez-vous, il y a un QR code, c'est super simple. Sans ça, Sarah est présente également. Vous pouvez échanger avec elle sur le riche programme de cette journée. C'est pour le 7 février prochain. Merci à tous les 4. Je vous laisse rejoindre la salle. Et puis, Antoine nous rejoint sur scène. Ou c'est Nicolas ou Antoine qui... Ouais. Merci. Comme tu veux. Allez, en image pour commencer. On va sur la vidéo. Alors le projet Terra Appara, qui veut dire protéger la terre en provençal, a pour but de consolider et de développer la vie microbiologique dans nos sols. Dans un terroir AOC, on a le devoir de transmettre aux futures générations un sol vivant. Le principe de ce projet, c'est de partir d'un état des lieux pour qu'ensuite les viticulteurs adaptent leurs pratiques vraiment en fonction de leurs problématiques et leurs conditions qu'on a établies avec le diagnostic au début. La première journée, elle est consacrée notamment à la problématique du sol, notamment à la gestion de la fertilité du sol sur le long terme. Et ensuite, la deuxième journée, elle se consacre davantage aux enherbements et au travail du sol. On vous donne des outils clés pour piloter votre enherbement et vos travaux de sol. Sur le plan organique maintenant, donc là vous voyez, les parcelles elles sont toujours classées en avant. Est-ce que ça stocke ou ça déstocke? Si on est dans l'orange, ça veut dire qu'on déstocke. Si on est dans le vert, ça veut dire qu'on stocke. On a vu quand même, même en mettant beaucoup de compost, avoir des belles analyses. On peut avoir des problèmes physiques. On a réussi à voir ça grâce à une fosse. On part d'un taux de matière organique très bas. Le but, c'est de le redresser. Après, est-ce que j'attends d'arracher pour redresser ou je continue avec mes engrais verts pour déjà maintenir l'activité? Cette formation, elle est importante. On arrive sans prérequis et on s'adapte vraiment en fonction de ces conditions. On vient, on fait déjà un état des lieux pour savoir d'où vous partez et ensuite on donne des éléments et des outils qui sont simples. Les participants de ce parcours peuvent surtout en retirer une vision à long terme. On n'a pas souvent l'occasion de réaliser des états des lieux qui sont approfondis, donc ça permet en plus d'échanger avec des personnes de son secteur sur des problématiques d'avenir. On peut voir vraiment par rapport aux pratiques de chaque vigneron avec leur historique parcellaire et pouvoir comparer sur des secteurs à peu près similaires. Ce qu'on a appris aujourd'hui sur les enherbements va m'apporter plus de finesse dans le travail, donc en ce qui concerne le semis, et aussi la destruction, et je ne travaillerai pas le sol de la même façon. Ça m'apportera effectivement beaucoup. Le parcours est très intéressant. On m'a donné les outils pour interpréter ces fosses. Si en fait je viens faire un broyage, j'ai des plantes qui vont redémarrer du pied. Donc en fait sur des vesses qui sont arrivées à fleur, qui sont suffisamment développées, les bourgeons vont dégénérer. C'est un point zéro, ça nous permet de voir vraiment le départ pour développer cette approche d'enherbement. Donc ça nous a permis de comprendre la structure du sol, comprendre éventuellement son rôle. Je suis en train de remarquer que ça nous prend 10 minutes de prendre une pelle mécanique et de prendre une fosse qui nous apportera beaucoup. On était parti sur une problématique pensant qu'on en avait une et finalement il s'avère que quand on fait la fosse, on voit que finalement c'est plutôt un problème de nutrition alors qu'au départ, avant la formation, je pensais que c'était plutôt un problème structurel. C'est vraiment des cas concrets. Moi j'invite les vignerons qui ont des doutes à venir un peu se renseigner. Antoine, en complément sur Terra Appara. On ne pouvait pas s'empêcher de parler de sol pour une journée technique.
Non, c'était juste pour ajouter un petit point par rapport à la présentation qu'on a fait l'année dernière sur le projet Terre à Para. Actuellement, voilà, on a plus développé le projet suite aux différentes réunions. Aujourd'hui, il y a plus de 130 viticulteurs qui sont formés ou vont être formés. Plus de 13 groupes au sein des Côtes-de-Provence. C'était juste pour faire un point sur aussi ce projet qui est collectif. Sur les sols, on l'a redit tout à l'heure, on parle de matériel végétal, on parle d'eau aujourd'hui, mais les sols, ça fait partie d'un pilier de la fertilité et un pilier pour répondre aux enjeux de demain. Et c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, ça reste ouvert ce projet. Hein. Si on voulait, on va peut-être le modifier dans son format, mais en tout cas, il reste ouvert. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de viticulteurs ou viticultrices qui expérimentent. Et je vous invite à faire partie de ce réseau qu'on l'espère le plus collectif possible et qu'on avance sur ce sujet et que toute la filière avance. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu et une opportunité pour que notre département, notre appellation arrive à construire un projet collectif à une grande échelle et qui serait assez unique à l'échelle nationale. Donc on a un enjeu, mais on a aussi des solutions pour y répondre et on vous invite, voilà, pour ceux qui ne font pas encore partie, à faire partie de ce réseau. Merci Antoine, merci beaucoup, merci pour cette intervention.